Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24. C'est l'heure du Best of, l'émission qui vous propose les meilleurs reportages filmés aux quatre coins du monde par nos correspondants. Dans cette émission, nous irons au Mexique, gros plan sur un mouvement étudiant qui a bousculé la campagne présidentielle. Nous serons ensuite en Tunisie avec des artistes en colère contre le gouvernement et les salafistes. Et puis nous ferons un saut sur une île stratégique que se disputent le Japon et la Chine. Mais d'abord donc, direction le Mexique. Ils sont jeunes, pleins d'entrain et se veulent les défenseurs de la démocratie. En quelques semaines, un mouvement étudiant est né. Il a grandi, il a même bousculé la campagne présidentielle. Son nom, le Yo Soy 132. Officiellement, le groupe ne soutient aucun candidat, mais un prétendant leur pose problème. Le favori des sondages, Enrique Peña Nieto. Ils le disent trop proche des médias, pas assez transparent. Nos reporters Laurence Cuvillier et Mathieu Comin ont rencontré cette armée mexicaine, pas vraiment comme les autres reportages. C'était le 10 juin dernier. 90 000 étudiants descendent dans les rues, du jamais vu au Mexique. Il ne leur a fallu que 3 semaines pour s'organiser, rallier plus de 70 universités et provoquer une déferlante dans la campagne présidentielle. Ce soir-là, ils convergent tous vers la grande place de Mexico pour voir le débat entre les 4 candidats. Beaucoup d'entre eux vont voter pour la première fois le 1er juillet. Mais ils ne se sentent pas représentés dans la politique. Nous ne soutenons aucun des candidats. Nous considérons que ce mouvement n'est pas fait pour ça, mais plutôt pour dénoncer le fait que les médias veulent nous imposer un président. Le mouvement dénonce le favoritisme médiatique envers un candidat. Ce candidat, le voici, Enrique Peña Nieto, largement en tête dans la course à la présidentielle. Il aurait payé plus de 20 millions d'euros à la plus grande chaîne du pays pour qu'elle l'encense dans ses journaux télévisés. C'est sa visite dans une université le 11 mai qui a mis le feu aux poudres. Le candidat sort de l'amphithéâtre sous les huées d'une partie de l'Assemblée. Julio se souvient de la colère que ses camarades et lui avaient ressentie ce jour-là. Quand on a voulu entrer dans notre amphithéâtre, on s'est rendu compte que l'équipe de campagne du candidat avait rempli la salle de jeunes militants. Sans doute venaient-ils d'autres universités. On ne les connaissait même pas. Ils n'étaient là que pour l'applaudir à chaque parole. C'est ça qui nous a vraiment énervés. Les 131 étudiants présents dans l'amphithéâtre lancent un appel national. En quelques jours se forme le mouvement Yo Soy 132, je suis le 132e. Ce sera le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux pendant 3 semaines. Un mois plus tard, ils réussissent une prouesse. Réunir 3 des 4 candidats lors d'un débat, cette fois-ci organisé selon leurs propres règles et avec des questions formulées par les étudiants. Un seul siège restera vide, celui d'Enrique Peña Nieto, qui a décliné l'invitation. J'arrive à ce débat avec la certitude que vous, les jeunes, avez allumé la lumière de l'espérance pour renouveler la démocratie. À quelques jours de l'élection, les étudiants restent très actifs. Les urnes diront s'ils iront jusqu'à changer l'histoire. Les artistes sont-ils condamnés à se taire en Tunisie? Il y a quelques semaines, rappelez-vous, l'exposition du Printemps des Arts avait suscité la colère des salafistes. Les religieux trouvaient certaines œuvres blasphématoires. Depuis, des dizaines d'artistes ont reçu des menaces de mort, mais pas question pour eux de se taire. Ils ont déjà fait connaître leurs revendications aux autorités. Regardez ce reportage de David Thompson et Damnit Lili. La scène illustre le malaise du monde des arts tunisiens. En plein vernissage, le conseiller du ministre de la Culture est apostrophé par plusieurs artistes. Tous reprochent au ministre de ne pas les avoir soutenus face aux religieux en qualifiant certaines œuvres de provocantes. Cet art contemporain qui se fonde sur le rejet, le militantisme, l'ironie, la provocation et aussi la séduction n'a pas encore trouvé sa place dans toutes les couches de la société tunisienne. Ces propos passent d'autant moins bien qu'aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'artistes tunisiens
reçoivent régulièrement des menaces de mort. Leurs photos, adresses, numéros de téléphone ont été publiés sur Internet. Alors, vous avez mon image avec une croix comme ça barrée en disant que Aïcha Gorgi est une femme mécréante et qui fait de l'art, etc. Et donc je suis condamnée par ce que je fais, j'encourage l'art blasphématoire entre guillemets. Des menaces apparues après les violences déclenchées par l'exposition du Printemps des Arts. Certaines œuvres exposées ont été jugées blasphématoires par des groupes salafistes. Ça représente une femme nue sur son sexe, voit un couscous qui cache son sexe. C'est-à-dire il y a une hypocrisie entre cette femme et ces hommes. Ces hommes qui sont barbus, qui ont envie de cette femme, et cette femme qui se montre et qui est désirée et qui porte quand même un gant où elle veut rester propre et vierge. Pas d'agression physique pour le moment, mais ces artistes veulent tout de même déposer plainte, notamment contre des prêcheurs radicaux. Un des prêcheurs de la mosquée Zitouna a appelé carrément à les égorger tous, sans faire exception, dans une prêche du vendredi, ce qui est choquant. Dans la Zitouna, l'une des principales mosquées du pays, nous avons rencontré l'un de ces prêcheurs. Un imam menacé de révocation par les autorités, elle l'accuse d'appeler au meurtre d'artistes taxés de mécréants. Je ne fais qu'expliquer ce que dit le Coran. Ils doivent être jugés pour mécréance et atteinte au sacré. Or, selon le Coran, il faut tuer les apostats. Mais attention, ce jugement ne peut pas être appliqué par n'importe qui, seulement par le gouvernement du pays. Des propos qui indignent la communauté artistique tunisienne, mais qui valent au Cheikh Labidi le soutien sans faille de ses nombreux fidèles. Allez, on termine notre tour du monde sur une île, pas une île paradisiaque non, mais une réserve de pêche, de gaz et de pétrole, un archipel baptisé les Senkaku que se disputent le Japon et la Chine, véritable pomme de discorde entre les deux pays. Marie Linton et Guillaume Bression se sont rendus sur place pour comprendre. 1 000 €, 4 heures d'avion et 22 heures de bateau. C'est le prix que sont prêts à payer 110 citoyens et 4 parlementaires japonais pour se rendre aux îles Senkaku, un archipel inhabité, administré par le Japon et revendiqué par la Chine. On est tellement content de pouvoir y aller. On veut montrer notre volonté de faire et défendre les Senkaku contre la Chine. Si on croise un bateau chinois, on leur criera dessus. Une folle expédition pour approcher des îlots perdus, assis sur une réserve de pêche, de gaz et de pétrole. Des atouts qui attisent de plus en plus les convoitises des voisins chinois et taïwanais. Le jour se lève enfin. Au terme d'un voyage épouvantable, sur une mer démontée, les voyageurs découvrent la beauté des Senkaku. Interdiction toutefois de poser le pied sur les îles. Officiellement, on n'a pas le droit d'amarrer parce que ces îles appartiennent à un propriétaire privé qui habite à Saitama. C'est lui qui a le contrôle des îles. Mais en fait, je pense qu'on nous interdit d'accoster parce que le gouvernement japonais a peur de la Chine. Une prudence qui ne plaît guère au gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishihara. Ce personnage haut en couleur a décidé de racheter les îles Senkaku à un propriétaire privé. Objectif, développer des infrastructures et surtout défier la Chine. On sait que la Chine est une nation qui cherche à s'étendre sur la région Pacifique. De ce fait, ils voudraient se servir des îles Senkaku comme d'une base avancée à leur hégémonie. Si on ne fait pas attention, un jour, le Japon deviendra la plus petite étoile du drapeau chinois. Sur le carrefour géant de Shibuya à Tokyo, un haut-parleur chante les louanges des Senkaku. Sur les posters, Ishihara est la vedette de ce meeting nationaliste. C'est la mobilisation générale pour collecter des fonds et racheter les Senkaku. J'ai reçu beaucoup de dons aujourd'hui. Quand ils donnent de l'argent, les gens me disent « Courage, protégez les Senkaku par tous les moyens ». Résultat de la kermesse nationaliste, Shintaro Ishihara et ses partisans ont déjà récolté 11 millions d'euros, plus de la moitié de la somme requise pour acheter les Senkaku. Fou de rage, Pékin a annulé une visite diplomatique de haut vol en signe de protestation. Ces îlots perdus sont devenus la principale pomme de discorde entre les deux pays.
Et c'est la fin de ce magazine. Merci de nous être fidèles. Le Best of revient la semaine prochaine pour encore plus de reportages inédits. À bientôt sur France 24.